Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous passez un bon lundi en notre compagnie. On vous accompagne jusqu'à 15h aujourd'hui, comme d'habitude. Vous savez, si vous êtes nouveau à vous joindre à nous, que c'est notre nouvelle heure. Vous m'avez peut-être entendu pendant plusieurs années le matin, mais là, c'est l'après-midi. Isabelle, l'après-midi, en compagnie de Fred Bastien. Bonjour Isabelle. Salut Fred, bon week-end? Oui, très bon week-end. Je suis allé voir du skateboard et de l'escalade avec nos amis à Jackalope. C'était merveilleux. Il faisait beau. C'était un beau festival dans le Vieux-Port. Il y avait des touristes partout, de l'excellent skateboard, de l'excellente escalade. Comblé. Très heureux. Et il fait tellement beau que ça va se poursuivre toute la semaine. On en profite en fin de soirée parce que on passe beaucoup de temps en studio et en régie, là, ici, de mon côté. Mais les nuits sont douces. Enfin, oui. les soirées sont douces. Vraiment. Salut Florence, l'amoureux. Allô, bon lundi. Moi, en fin de semaine, je suis allée acheter mes nouvelles capsules Nespresso épices d'automne. Oh. Tu vas être découragé, mais... Ben oui, épices d'automne. Tout le monde en parlait la semaine dernière. Je me disais, mon Dieu, ils sont tellement en retard. Nous, on en a parlé il y a 2 semaines. Ouais, j'avais pas le choix d'aller les essayer. Exactement. Je sais pas si vous, qui êtes des jeunes pleins de potentiel encore, vous avez l'intention de prendre votre retraite à 40 ans. Toi, il faudrait que tu t'y mettes beaucoup. Ben oui, ça serait dans 2 ans. Hein? Alors, à moins de quelque chose d'extrêmement inattendu. Parce qu'à force d'être jeune, tu ne l'es plus, Fred, finalement. Effectivement. Mais c'est un état d'esprit, hein, la ouais, jeunesse. Tellement. Là. Regarde-moi. Jeune, absolument. Jeune de cœur pour toujours. Mais est-ce que tu mets de l'argent de côté? Oui, je mets de l'argent de côté. Je suis inspiré par les mouvements là, duquel on va discuter quand même pas mal. Mais je pense que dans la vie, les choses évoluent. Puis évidemment, on pense à une famille, etc. Puis là, ça ralentit quand même le projet là, de l'indépendance financière. Je pense que moi, j'ai plutôt choisi là, d'essayer d'être heureux au travail pendant plusieurs années encore, plutôt que de me dire, OK, je vais me dépêcher de tout terminer. Il y a une question de possibilité aussi. Là. C'est pas tout le monde qui a des gros salaires. T'es pas complètement YOLO, là. Comme la génération peut-être de Florence. Je ne suis pas you vraiment... only live once. Es-tu comme ça, Flo? Mais moi, je suis pas très YOLO. Je sais pas si je représente ma génération, mais c'est vrai qu'on est une génération surtout qu'on se dit qu'on n'est pas casé dans un emploi. T'sais, on a un emploi une année, puis si jamais on veut essayer autre chose l'année prochaine, ben ce sera ça. Puis je trouve que c'est une belle chance quand même d'avoir... De pouvoir choisir de faire plusieurs emplois dans sa vie. Exactement. Puis ça va être ça, la norme. Pourquoi on vous parle de ça en intro aujourd'hui? Parce qu'on va vous interpeller sur votre retraite. On a commencé cette émission il y a 3 semaines. Ça fait le temps passe tellement vite. Ouais. On avait notre ami ex-joueur de hockey. Oui. Dave Morissette, qui était venu nous parler de la retraite et du fait que finalement, ce mot-là, le mot en R, il voulait même pas le prononcer, là. Voldemort pour lui, là, parce que pour lui, clairement, la retraite n'existera pas. Et j'avoue que c'est vraiment un sujet, je pense qu'il faut qu'on amène plus dans l'actualité. Et mon invité vient de republier, évidemment revu et corrigé, un livre qu'il avait publié il y a 5 ans, au moment de la pandémie. Ça s'intitule « La retraite à 40 ans. Comment déjouer le système pour atteindre la liberté financière ». Jean-Sébastien Pilote est avec moi. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir d'être ici. Et vous commencez fort parce qu'en avant-propos, Jean-Sébastien, vous dites « Travailler est optionnel. Nous vivons à une époque où, passer le cap de la quarantaine, travailler devient optionnel. » J'avoue que ça m'a accroché tout de suite. C'était le but de l'exercice. Ouais. Pourquoi vous dites que c'est optionnel? Parce qu'on peut choisir choisir. Il faut faire les choix tôt dans notre vie, c'est sûr. C'est le temps, c'est la variable la plus importante dans le processus d'enrichissement. Mais c'est un choix qu'on peut faire tôt. Au lieu de consommer, on peut peut-être épargner un peu plus, puis avec le temps, les intérêts composés, on finit par accumuler un fonds de liberté que j'appelle, donc le montant qui permet de vivre de ses rendements. Et vous êtes derrière le blog Jeunes retraités, vous avez pris votre retraite à 39 ans? 39 ans, ça fait quoi? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Comment ça se passe pour vous? Premièrement, je m'identifie de moins en moins comme un jeune retraité. Comme vous voyez, j'ai les cheveux gris. Alors, quand je dis je suis retraité, j'ai pas la même réaction que j'avais il y a 8 ans. Mais au niveau financier, je dirais que ça se passe beaucoup mieux que j'avais envisagé aussi. J'avais fait des projections au moment de prendre ma retraite avec un taux d'inflation de 3 % puis un rendement de 7 %. Mais on sait que ça a été beaucoup plus que ça. Dans les dernières années en bourse ont été exceptionnelles, ce qui fait que je suis beaucoup plus riche aujourd'hui que je l'étais. L'inflation aussi, quand même. L'inflation a été plus élevée que prévu, mais les revenus en bourse ont été encore beaucoup plus importants que l'inflation, ce qui fait en sorte que je suis plus riche aujourd'hui que je l'étais il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Et ça, sans travailler, à part votre blog, là, jeune... Je génère quelques milliers de dollars par année. C'est vraiment marginal, mais mes dépenses sont vraiment couvertes par mes rendements boursiers. Alors, chaque année, je décaisse une partie de mes placements en bourse.
C'est ce qui paye mes dépenses annuelles. Vous vivez avec combien par année? Je préfère pas le partager. Par contre, mais là, je dirais nous que donner quand même une braquette, comme on dit. Mais je veux dire, dans le mouvement frugaliste, le mouvement FIRE, je dirais qu'un couple sans enfants dépense en moyenne 40 à 50 000 $ par année. Okay. Ce qui est en deçà de la moyenne québécoise un petit peu. Mais avec et c'est votre cas? C'est à peu près... Vous êtes un couple sans enfants? Oui, c'est ça. On n'a pas d'enfants. C'est pas un choix financier en passant, mais c'est un choix qu'on a fait pour être plus heureux. C'est une réalité pour vous, oui. Mais c'est un choix conscient, vous voulez dire, le fait de ne pas avoir d'enfants? Oui, c'est... Je ne veux pas rentrer dans votre vie personnelle. Un choix entièrement assumé. D'accord. Okay. En fait, c'est que ma belle-sœur est autiste. Alors, ma blonde et moi, on s'occupe d'elle. On est un peu des aidants naturels. Alors, ça nous a un peu dissuadés de l'idée d'avoir des enfants, vu que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Oui. Puis vous vous occupez, c'est comme si vous êtes une famille élargie, finalement, de ce que je comprends. Mais je pense que c'est ça un peu la retraite. On parlait tantôt du mot en R. Oui. C'est sûr que la retraite de rester à la maison pour regarder la télé ou manger des chips, c'est vraiment pas ça le concept ici. Là. Moi, dans mon cas, c'est vraiment de sortir du monde corporatif du 9 à 5, mon cubicule gris avec des néons qui clignotaient au-dessus de ma tête. C'est ça que vous faisiez à l'époque. Puis j'avais 100 courriels par jour, j'avais 3-4 réunions par jour, puis j'arrivais le soir, j'étais drainé, mais j'avais pas l'impression d'avoir accompli la raison pour laquelle j'étais sur Terre, entre guillemets, là. Puis là, maintenant que j'ai arrêté de travailler, j'ai fermé cette porte-là, mais il y en a 10 autres qui se sont ouvertes. J'écris mon livre, j'ai mon blog. Je fais beaucoup de bénévolat aussi avec les entrepreneurs de Montréal. Alors, je fais plein de projets qui ne sont pas rémunérés, mais qui me passionnent. Et qui sont utiles pour la société, vous diriez? Bien, je pense que oui, parce que c'est sûr qu'on peut mesurer sa contribution sociale avec notre T4 à la fin de l'année. Ouais. C'est le montant d'impôt qu'on a payé. Mais on peut aussi dire, est-ce que j'ai fait le bien autour de moi? Puis ça, c'est pas mesuré nulle part. Là. Moi, je pense que les gens qui meurent présentement seuls dans des CHSLD ou les itinérants ont tous des familles, ont tous des proches, mais les gens sont tellement accaparés par le rat race qu'on est peut-être un peu plus centré sur nous-mêmes, puis on n'a peut-être pas le temps ou l'énergie de lever les yeux puis de regarder les gens autour de nous qu'on pourrait aider. Complètement. J'ai envie d'interpeller tout de suite nos auditeurs avec notre question. Je vais vous poser la question. Il y a plein de questions qui vont vous venir parce que là, on ne fait que rentrer dans le vif du sujet avec notre invité, Jean-Sébastien Pilote. Je vous rappelle qu'il a écrit La retraite à 40 ans, une nouvelle édition revue et augmentée, publiée aux Éditions de l'Homme. En fait, pour déjouer le système et atteindre la fameuse liberté financière. Est-ce que vous êtes des partisans de prendre votre retraite plus tôt alors que tous les indicateurs, encore dernièrement dans le journal, on voyait que les gens cumulent les jobs pour arriver. Donc, on a plein de questions pour Jean-Sébastien. Nos numéros, Fred? 1-877-827-2346, 1-87 Radio. Écrivez-nous pour parler de ce sujet-là. Moi, des fois, je me dis aussi, c'est pas nécessairement de pouvoir prendre sa retraite, mais c'est d'avoir la sécurité de savoir qu'on va être correct. Ouais. En me disant, parce que là, moi, je suis chanceux, là, j'adore ce que je fais présentement. Là, je suis très privilégié d'être à la radio avec toi, Isabelle, tous les jours. Ouais, merci. Mais donc, je me dis, mais il y a un sentiment de précarité aussi qui peut s'installer dans tous les emplois. Donc, tu dis, en mettant de l'argent de côté. Puis j'ai été chanceux parce que j'ai eu des bons revenus assez tôt dans ma vie, puis j'ai su tomber rapidement sur le mouvement que tu as évoqué tout à l'heure, là, le FIRE. C'est-à-dire Financially Independent, Retire Early. Donc, tu sais, être indépendant financièrement, puis prendre sa retraite tôt. Mais moi, finalement, comme je disais tantôt, il y a le projet des enfants, donc, puis je peux même te l'annoncer, ma blonde est enceinte, Isabelle. Ah! Oui, exact. Wow, mais bravo! Merci, très content. Bref, c'est trop chouette! Tu vas m'entendre parler de ça probablement dans les prochaines semaines, parce que ça me préoccupe beaucoup, mais très positivement. Mais donc ça met un peu un frein grosse année, déménagement, bébé. Exact. Wow. Exact. Mais ça met un peu un frein sur le concept là, de dire, OK, ben, je vais pouvoir vivre très simplement avec mes placements de l'époque, en me disant, bon, finalement, je suis content d'avoir accumulé un peu pour avoir une certaine sécurité, mais finalement, ça sera pas demain matin que je vais arrêter de faire du revenu. Là, il y avait, ça me rappelle cet article de l'actualité, je veux pas dégonfler ta balloune, de toute façon, regarde... ceux qui veulent des enfants le savent, ceux qui en ont, mais il paraît que ça coûte 1 million. Ah, je sais, ça va coûter extrêmement cher. Là. Au cours de la vie. 20 000 par année sur 20 ans, on approche du million assez rapidement, là, quand même. Là, ça, c'est le strict minimum, là, j'imagine. Là, si tu t'envoies ton enfant à l'école privée, mais tu parlais du mouvement FIRE. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus, parce que dans votre livre, Jean-Sébastien, vous mettez les différentes saveurs FIRE, parce que
vous faites la comparaison avec des pastilles de goût de la SAQ, puis vous dites il y a différentes façons de goûter à ce mouvement-là. Il y a le lean fire, le fat fire. Lean, là, c'est vraiment, là, on serre la ceinture, on n'a pas de fun. Êtes-vous lean, vous? J'ai jamais adhéré à rien d'extrême. Expliquez un peu ce que c'est. Ben, lean, c'est vraiment des gens qui vivent avec l'essentiel. Alors, ils sont plutôt pressés d'atteindre l'indépendance financière. Alors, ils vont peut-être vivre à 15-20 000 $ par année en coupant tout ce qui est extra. Je veux dire, c'est leur choix, mais c'est pas c'est pas le vôtre. C'est pas du tout Vous, est-ce que vous seriez ce qu'on appelle le fat fire, c'est-à-dire ils accumulent le montant qui leur permettra de vivre large, vous dites dans votre livre, sans se priver, un ménage ayant un budget annuel supérieur à 100 000 et fat fire, quant à moi? Ben, c'est à quoi j'aspire. Étrangement, parce que j'ai été frugaliste à peu près toute ma vie. Et là, 100 000, j'ai appris à épargner, puis là, maintenant que je suis plus riche, que j'ai les capacités de le faire, c'est difficile pour moi de dépenser plus parce que c'est tellement imprégné dans ma culture, dans ma façon de vivre, que c'est quelque chose que j'aimerais faire dépenser plus, mais c'est difficile de faire pour l'instant. Moi, je serais genre barista fire. Oui. Ça, c'est d'autres adeptes fire, je cite votre livre, cherchent plutôt à réduire la cadence de leur vie, leurs objectifs, je dirais plus de leur travail. Leur objectif est de couvrir une partie de leurs dépenses annuelles grâce à leur fonds de liberté, puis de travailler, exemple comme barista, à temps partiel pour boucler leur budget. La plupart des jeunes aspirent à ça, je pense. Pour un jeune de 25 ans, la retraite, ça lui dit rien. Ouais. Par contre, si on parle de prendre une année sabbatique, de voyager, d'aller travailler à l'extérieur du pays, de faire ce qu'on appelle des micro-retraites aussi, les gens prennent quelques mois de retraite. Là, ça, je pense que ça parle plus aux jeunes. Puis c'est beaucoup plus accessible aussi. Ça, au lieu de prendre 15 ans, ça peut prendre 2-3 années d'épargne. Puis on a un certain coussin financier qui permet justement de faire ces expériences-là. Puis il y a le Coast Fire. Celui-là, c'est d'accumuler une somme importante très tôt dans la vie puis la laisser fructifier. C'est un peu vous, ça. Vous diriez? Ça a été à certaines époques de ma vie. C'est ça, c'est pas une recette unique. Ouais. On peut être un mélange. Les gens l'adaptent. C'est comme un buffet, dans le fond. Les gens prennent un peu ce qu'ils veulent là-dedans puis ils l'adaptent à leurs besoins. Oui. Bon, beaucoup de questions de la part de nos auditeurs. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant? Moi, dans votre cubicule. Oui, étrangement, j'étais en marketing. Ouais. Alors que je suis très critique du marketing dans mon livre. J'ai travaillé 14 ans en marketing, principalement marketing web. Alors, j'ai engraissé les profits d'une entreprise privée pour maintenant critiquer un peu ce système-là, mais je veux dire, on est tous un peu victimes du marketing, puis moi le premier. Je suis le premier à l'admettre aujourd'hui. Si j'ai des chaussures à acheter, je vais prendre les Nike parce que j'ai l'image Nike de la performance. Mais donc, j'en suis... Mais d'où ça vous est venu, là? Vous étiez dans votre cubicule, lumière néon au-dessus, pas de fun à vous dire, je peux pas... J'avais du fun. Oui, quand même. Pendant plusieurs années, même ma job, c'était ma passion. Des fois, j'étais au travail, au bureau à 10-11 heures le soir parce que j'étais passionné par mon travail. Ouais. Puis c'était pas par obligation financière, je le faisais vraiment par intérêt. Mais ce qui arrive, c'est que les entreprises sont en constant bouleversement. Un environnement de travail de rêve peut devenir toxique en quelques mois avec les fusions, les acquisitions, les restructurations. Puis c'est ce qui s'est produit dans mon cas. J'avais plus de plaisir au travail, j'avais mon fonds de liberté. J'ai dit, OK, je vais aller voir si je peux vivre autrement. C'est quoi votre fonds de liberté? C'est le montant dont j'ai besoin pour vivre. Donc, OK. Et puis, vous aviez évalué que c'était combien? Bien, comme si je reprends l'exemple qu'on avait utilisé plus tôt, un couple qui vivrait sur 40 000 si on fait x 25, il aurait besoin d'1 million de $ investis en bourse pour pouvoir en vivre. Donc, ils pourraient décaisser 4 % par année pour couvrir leurs dépenses. C'est ce qu'on appelle la règle de 4 %. Oui. Alors, la plupart des frugalistes ont un modèle semblable à celui-là. Hein? Donc, on évalue. Comment vous recalculez ça là, pour que les gens calculent pendant qu'on le fait? C'est les dépenses annuelles x 25. Oui. Ça, c'est la règle de 4 %. C'est l'avantage. Si tu vis avec 20 000 par année, là, les Lean Fire, justement, mais si tu fais x 25, ça coûte pas mal moins cher. Alors que Lean, ils font même 3 % non? Ils font 4 puis les un plus peu conservateurs plus vont utiliser la règle de 3 %. Donc, on multiplie les dépenses annuelles par 33 pour obtenir le montant.
Ouais. Puis c'est là aussi où, certains commentaires qui entrent ont du sens, parce qu'Alex dit, je veux bien prendre ma retraite à 40 ans si c'est un salaire de 150 000, mais avec un salaire moyen et des enfants, il voit pas comment c'est possible. Donc oui, il faut choisir un domaine de travail payant, parce que c'est vrai que si on a un bon salaire assez tôt dans notre carrière, c'est plus facile d'économiser pour aller chercher ce fameux fonds de liberté, accumuler ce qu'ils disent en anglais le nest egg. Mais Jean-Sébastien, là, vous êtes l'exemple justement parce que oui, à 150 000, peut-être tu peux mettre plus facilement de l'argent de côté, comme dit Alex, mais vous dites, j'ai quitté le marché du travail définitivement à 39 ans, sans hériter d'une fortune, sans toucher un salaire extravagant, sans gagner au loto. Moi, j'ai fait un salaire moyen sur l'ensemble de ma carrière de 55 000 par année. Alors, j'ai commencé plutôt bas à 25 000, puis ça a augmenté à travers ma carrière. Mais il reste que là-dessus... Qui était courte, finalement, à votre carrière. Qui était 14 ans, oui. Ouais. Mais donc, j'ai pas les chiffres en début de carrière, mais en fin de carrière, je sais que j'épargnais 50 à 60 % de mon revenu net. Alors, on met beaucoup d'emphase sur les revenus, c'est sûr, puis c'est la façon facile de s'enrichir, mais c'est ce que je fais dans mon livre, je mets plus l'accent sur les dépenses. C'est ça. Alors, c'est difficile d'augmenter ses revenus, tandis que juste de faire un audit de son budget, il y a toujours quelque chose à couper, il y a une dépense, un abonnement qu'on a oublié. L'auto, c'est le plus gros destructeur de richesse au Québec. Et les gens payent 10 000 à 12 000 par année pour leur auto, en calculant la dépréciation. Bien, je veux dire, juste en faisant des changements comme ça au niveau de ses dépenses, on peut avoir un très gros impact sur ses finances à long terme. Ouais. D'ailleurs, vous donnez l'exemple de la pandémie. S'il y a une chose qui a été positive puis qu'on pourrait garder de cette expérience quand même assez traumatisante pour certains, dû au confinement, l'isolement et tout ce qui s'ensuit, sans parler de ceux qui l'ont eu puis qui en payent encore le prix là, de la COVID. Vous dites, les Québécois, on a épargné comme jamais, là. On a été capable jusqu'à parfois 28 % de leur revenu net, ce qui est un record. Oui, c'est un record dans l'histoire récente. Ouais. Donc, on est capable, dans le fond. Donc, quand les centres d'achat sont fermés... Mais il faut nous embarrer en dedans, par Quand exemple. les centres d'achat sont barrés, on dépense moins. Ouais. Il y a aussi un paradoxe là. Parce que, tantôt, tu disais, moi, j'ai travaillé en marketing, puis là, maintenant, dans mon livre, j'essaie de dire aux gens, attention au marketing, ça nous fait dépenser pour rien. Mais cette croissance de ton fonds de liberté dépend de la bourse, qui dépend de l'économie, qui dépend des gens qui dépensent, dans le fond. Absolument. Moi, c'est le plus grand paradoxe du mouvement FIRE. Les gens sont très critiques face à la consommation, mais ils dépendent de la croissance des actions en bourse pour vivre. Complètement. Alors, c'est mon cas. Puis, ça ne m'empêche pas de dormir le soir, honnêtement. Je veux dire, pour moi, c'est comme un jeu de Monopoly. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Quand je vois les gens qui font la file devant l'Apple Store pour acheter le dernier iPhone à 1 700 $, puis moi, je suis actionnaire de Apple, moi, ça me fait plaisir de voir ça, mais jamais... Moi, j'ai encore un iPhone qui a 10 ans. Puis, je veux dire, il remplit entièrement ses fonctions. J'ai pas besoin de plus. Puis même si on m'en donnait un nouveau, j'en voudrais même pas parce que pour moi, ça m'apporte rien de plus. Ah, ben justement, j'en avais un, je vais le garder, finalement, le téléphone gratuit que je voulais t'offrir. Alors, mais il y a des gens aussi qui... oh, mon Dieu, une relique! Ouais. Le iPhone SE, ouais. Il y a des gens qui vous ont reproché, Jean-Sébastien aussi, de ne pas contribuer, tout à l'heure, vous disiez, à la société, parce que la façon dont on a décidé que les travailleurs allaient contribuer, c'est, oui, la source de leur travail, la productivité. On n'arrête pas de nous dire qu'au Québec, on ne travaille pas assez, d'ailleurs, qu'on n'est pas assez productif. Mais c'est souvent, donc, on travaille, puis on paye des impôts. Ces impôts-là sont pris par les gouvernements, collectés et remis dans la collectivité. Donc, vous êtes en retrait de ce système-là. C'est pas le meilleur forcément des systèmes, mais c'est celui qu'on a. Je veux dire, il y a des grands travers, on s'en rend compte. La preuve, c'est que les gouvernements, quand ils collectent notre argent, ils le flobent allègrement là où on le mettrait peut-être pas nous-mêmes là, si on avait à le gérer. Mais c'est un fait que, mais vous disiez tout à l'heure, en même temps, je fais du bénévolat. Mais la journée où vous allez être malade, que vous allez aller dans le système, est-ce qu'on peut dire que vous aurez-vous contribué à la hauteur de ce que vous allez coûter? Bien, ça serait un calcul intéressant à faire, mais je veux dire, je ne base pas ma vie en faisant ces calculs-là. Moi, je me dis que déjà, le fait que j'ai arrêté de travailler dans le monde corporatif qui me rendait malade à l'époque... Ouais. Vous avez économisé des frais à la société. Je pense que, honnêtement, je suis beaucoup plus en santé que je l'étais il y a 8 ans. Je dors mieux. Je me souviens, la dernière année au travail, j'avais fait 8 ou 9 rhumes dans l'année. Maintenant, je me souviens même pas la dernière fois que j'ai été malade. Je suis en santé. Alors, la santé, c'est pas juste financier, c'est aussi mental, c'est physique. J'ai l'impression que je vais coûter moins au système à cause de ça.
Ouais. Puis aussi le fait que je suis aidant naturel avec ma belle-sœur. Ouais. Je pense que ça allège aussi le système à ce niveau-là. Je pense que j'ai plus de temps pour m'occuper de mes proches. Ça, c'est bien. Ouais. Je pense que je pense que c'est un bienfait pour la société aussi. Moins stressé, plus de temps pour... Mais je veux dire, j'aimerais pas vivre dans un système dans lequel on fait ce calcul-là, justement comme en Chine. Dans certaines régions, j'ai travaillé en Chine. Ouais. Dans certaines villes, il y a un calcul qui est fait, puis on donne une note aux citoyens. Alors, les bons citoyens qui sont membres du parti, bien là, ils ont 4 sur 4. Ouais, mais là... Les gens qui travaillent moins, ils ont 3 sur... Alors, on donne des notes comme ça aux gens. Moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, mais je pense que la contribution sociale est beaucoup plus large que... Qu'être membre d'un parti politique, ça, c'est sûr. Puis même les impôts qu'on paye à la fin de l'année. Oui. C'est intéressant. Il y a plein de commentaires. Là. Samy qui demande, quand la bourse s'est plantée en 2020, 2021, mais on pourrait dire 2008, c'est récurrent. Hein, là, vous avez basé votre richesse à venir sur l'augmentation de la bourse. Il y en a, c'est l'immobilier. Puis il y a toujours l'espèce de duel entre ces deux-là, lequel est le plus payant, mais n'empêche que c'est récurrent. Là. Il y a toujours des vagues, des creux, puis des fois, on ne se refait pas. Là. J'attends la prochaine récession avec impatience. C'est vrai. Parce que à chaque fois, ça remonte, c'est ça? L'économiste François Trahan, ça fait plusieurs années qu'il annonce une grande crise, un crash boursier, etc. Moi, je m'étais préparé en conséquence. J'ai une portion de mon portefeuille qui est en liquidité, justement, pour pouvoir passer à travers une tempête de plusieurs années. Donc, j'attendais la tempête en question qui n'est jamais arrivée. Puis, mais je suis prêt à le faire parce que, comme vous dites, c'est cyclique. J'ai vécu la crise de 2008. J'ai perdu virtuellement 50% de mon avoir. Ouais. Parce que tout ce que je possédais était en bourse. J'avais pas d'auto, j'avais pas de maison. J'avais tout misé sur le marché boursier. Est-ce que c'est encore ça, toute votre équité boursière? Okay. Non. Puis ça a descendu de 50% en quelques semaines. Ouais. Ça a été un apprentissage pour moi. Heureusement, je n'ai pas trop vendu. Puis maintenant, quand je vois des crashs boursiers, maintenant, ça me fait à peu près rien. Je ne regarde pas mon relevé de compte de courtage pendant quelques mois. Ouais. Puis est-ce que vous êtes bon là-dedans? Non. Donc, vous avez quelqu'un qui gère pour vous? Puis vous faites confiance? Je le fais moi-même, mais je ne suis pas bon. C'est ça la réponse courte. Moi, j'investis dans des fonds négociés en bourse. C'est un panier qui regroupe des milliers d'entreprises. Ça suit le rendement moyen, puis ça me convient parce que je ne fais pas de transactions. Okay. Je considère que je ne suis pas meilleur que les autres. Puis même, j'ai fait plusieurs mauvais coups aussi. Là. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire nécessairement pour atteindre la liberté financière. Juste de suivre le rendement moyen boursier. Ouais. Qui est de combien? Là? C'est 7 à 9 en S&P 500. Dans les dernières années, c'était beaucoup plus, ce qui était exceptionnel. Mais c'est amplement suffisant pour s'enrichir à long terme. Ce qui arrive, c'est que les gens veulent prendre des raccourcis. Alors, ils vont vers les cryptos, ils font du day trading, ils font beaucoup trop de transactions. Puis ça fait juste miner le rendement en bout de ligne. Tout à fait. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Appelez-nous au 1-877-827-2346 par texto. Posez-nous nos questions. Si ça vous intéresse vraiment de vous entretenir avec Jean-Sébastien Pilote, si vous avez des questions pour lui ou des commentaires. 1-877 Cube Radio. Est-ce que ça vous tente de prendre votre retraite? 40, mais ça peut être 45, 50. Mais le concept, c'est de dire, est-ce qu'il y a moyen... Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que nous propose Jean-Sébastien. Le fait de serrer un peu plus la ceinture, le fait de dire, je vais pas acheter telle chose, je vais faire des budgets. Déjà là, faites-vous un budget. C'est juste là-dessus. Ouais, bonne question. Hein? Bonne question. Alors, la question, c'est, est-ce que vous avez envie de vivre avec des revenus passifs plus gros que vos dépenses annuelles? C'est ça la grande question. Peu importe où vous vous situez. Là, ouais. En plein de commentaires, on y reviendra après la pause. Tout de suite après.